Bonjour à tous, merci de me retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. La mienne était relativement extraordinaire, je dois dire, avec en plein milieu de semaine une boum organisée en famille, 6 personnes pour fêter les 70 ans de ma maman, et avec la retrouvaille d'une personne très très chère à mon cœur, la meilleure amie de ma mère qui ne vivait plus dans le coin depuis très longtemps, qui est revenue depuis peu et que nous avons invitée par surprise. On n'avait pas vu depuis 20 ans avec mon frère et c'était un peu comme notre deuxième maman puisqu'on a passé la plupart de notre adolescence avec elle. Alors j'ai passé vraiment une soirée merveilleuse où on a dansé et chanté en étant déguisés jusqu'à 5-6 heures du matin, c'était extraordinaire. Ça m'a rempli le cœur. Voilà pour ma vie, vous savez que là je suis au top niveau. Alors cette semaine c'est un peu particulier. Je voulais à la base lancer la série sur la géométrie sacrée et en l'occurrence avec la première vidéo de géométrie sacrée en pratique. Pour cela, il fallait faire une introduction. Et puis je me suis aperçu que cette introduction pouvait pas être un truc fait en 5 minutes. Ça va donc être l'objet de cette vidéo. Et d'ailleurs, cette vidéo ne sera pas que dans la playlist géométrie sacrée, elle sera aussi dans la playlist métaphysique, parce qu'en fait, la géométrie sacrée, c'est de la métaphysique. Donc je vais peut-être partir un peu loin dans cette vidéo, ça va peut-être être un petit peu décousu, mais ça va aussi, je pense, être suffisamment mystérieux pour vous mettre l'eau à la bouche pour la suite. En suivant de cette vidéo, aujourd'hui, il y aura une autre vidéo très courte de 5 minutes pour vous présenter un peu plus la partie géométrie sacrée en pratique qui commencera du coup la semaine prochaine et pour vous donner la liste du matériel requis si vous souhaitez mettre tout cela en pratique avec moi parce que c'est quelque chose de vraiment très intéressant et complètement passionnant. Donc la géométrie sacrée, c'est la géométrie de la vie. Alors, c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout connaissance jusqu'à une certaine époque. Et en fait, c'est en 2013 que j'ai découvert deux choses. Alors, je ne me rappelle pas aujourd'hui dans quel ordre c'était, deux choses qui m'ont passionné pour ce sujet. La première chose, c'était... comme je l'ai dit, je ne sais pas dans quel ordre elles étaient, hein. La première chose, c'était une série documentaire, El Ojo de Horus, l'œil d'Horus en français, une série de 10 petits documentaires d'une cinquantaine de minutes sur les pyramides d'Égypte, dont je mets le lien en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Je rappelle que pour accéder à la barre de description, il faut cliquer sur le lien affiché plus qui est au bas de cette vidéo. Une série de documentaires exceptionnels sur les pyramides d'Égypte et qui parle également de géométrie sacrée, du nombre d'or, des octaèdres bien évidemment, de la fleur de vie aussi. Alors sur le lien qu'il y a au-dessous de la vidéo, c'est le lien vers la première vidéo de la playlist. Alors faites attention, si vous accédez à cette playlist, la première vidéo elle est tout en bas. Et donc il faut commencer par le fond pour les remonter. Elles sont numérotées quoi qu'il en soit, donc on voit bien dans la playlist dans quel ordre il faut les regarder. La seconde chose que j'ai découverte en 2013, c'est une des choses qui m'a le plus fasciné de toute ma vie, c'est la découverte d'un homme, Nassim Haramein, et d'une conférence qu'il a faite en 2003, donc 10 ans plus tôt, donc c'est une conférence qui a aujourd'hui 21 ans. Cette conférence, c'est un des trucs les plus incroyables que j'ai vus de toute ma vie. Alors, faudrait déjà parler du bonhomme. Donc, Nassim Haramein, on va dire que déjà c'est un mathématicien et un physicien de génie. Beaucoup l'appellent l'Einstein des temps modernes. En mon sens, il a largement dépassé Einstein puisqu'il a résolu, lui, les équations qu'Einstein n'avait pas réussi à résoudre et avait laissé inachevées. Nassim, à cette époque-là, il travaillait sur des équations et sur de la géométrie, parce que ça va avec, qui permettraient d'expliquer à la fois l'infiniment grand et l'infiniment petit, partant du principe qu'une équation, elle doit être vraie à toutes les échelles, et que la vie, ça s'explique de la même manière, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Et c'est en ce sens qu'il a dépassé largement Einstein, et qu'il a également largement dépassé la physique quantique, puisqu'Einstein avait expliqué l'infiniment grand, la physique quantique, une partie de l'infiniment petit, lui, il a réussi à tout combiner, à créer un système unifié. Quelques années après avoir vu cette conférence, je suis tombée dans une petite librairie à Toulouse en farfouillant sur le bouquin qui justement retraçait cette conférence et qui est un bouquin que j'ouvre depuis de temps en temps. Alors Nassim, c'est un homme, donc je l'ai dit, un génie vraiment, et c'est un homme également qui est très très simple, qui est hyper sympa, qui fait des blagues, qui se prend vraiment pas la tête. Voilà, vous le voyez peut-être à sa photo, ça se voit que c'est un gars qui est vraiment cool. Et c'est aussi quelqu'un qui, depuis tout petit, est plus ou moins connecté et a vécu dès enfant
des expériences plus ou moins en dehors de la matière, un peu paranormales, qui ont fait qu'il s'est approché de la spiritualité, etc. Ce qui fait que ça en fait un bonhomme extrêmement intéressant, parce qu'il n'est pas dans la science pure, basique, à croire que ce que je vois. Il s'est intéressé à toutes les sagesses, à toutes les traditions anciennes, et il essaie de faire les liens entre tout ça. Ça me fait penser à un autre bouquin qui a été, je dois dire, un des piliers de mon évolution, que j'ai lu en 2005 pour la première fois. C'est La prophétie des Indes de James Redfield. La première fois que j'ai lu ce bouquin, ça m'a semblé être un roman initiatique rempli de métaphores merveilleuses que je ne comprenais pas, mais qui devaient vouloir dire quelque chose, des métaphores. Et puis, au fur et à mesure de ma vie et de mes propres expériences, eh bien, j'ai pu m'apercevoir que là-dedans, il n'y avait absolument aucune métaphore, et que l'intégralité de ce qui était écrit dedans était la vérité. Dans ce bouquin, il y a 9 révélations, et la seconde parle en fait un petit peu de notre sujet. La seconde révélation de la prophétie des Indes, elle explique où en est l'être humain dans le monde d'aujourd'hui, et pourquoi, aujourd'hui, aux années 2000 et quelques. Il explique qu'en l'an 1000, le monde, en fait, il était complètement dirigé par le dogme, si je peux me permettre, religieux, et que l'être humain n'avait en quelque sorte aucun pouvoir, et que tout ce qui se passait dans la vie était soit en fait attribué à Dieu si c'était des bonnes choses, soit au diable si c'était des mauvaises choses. Donc voilà, tout s'expliquait de cette manière-là. S'il y avait une bonne récolte, c'était grâce à Dieu, s'il y en avait une mauvaise, c'était la faute du diable, et etc. Du coup, l'être humain n'avait quasiment aucun pouvoir. Au fil des années, et aussi du fait de la corruption petit à petit des hommes d'église, les gens ont commencé à perdre la foi un petit peu dans cette institution qu'était l'église, et à se tourner vers d'autres choses pour expliquer le sens de la vie. Et c'est à cette époque que nous avons envoyé des explorateurs par-delà le monde pour explorer, et pour essayer d'expliquer en fait la vie par d'autres méthodes que Dieu ou le diable. Et c'est à ce moment-là aussi que petit à petit, ça a dérivé du coup vers un autre aspect, que la religion a été mise de côté, et qu'on est tombé dans une science aiguë, celle que nous connaissons aujourd'hui, où on ne croit que ce que l'on voit. Et c'est arrivé à cette époque, nous sommes dans l'ère du Verseau, vous n'êtes probablement pas sans le savoir, depuis le 21 décembre 2012, c'était pas la fin du monde, c'était juste la fin de l'ancien monde pour le début du nouveau. Il y a une phrase qui m'est restée, que j'ai entendue quand j'étais enfant, je pense que j'étais au collège, je ne sais pas du tout où je l'ai entendue, c'était « l'ère du Verseau sera spirituelle ou ne le sera pas ». Aujourd'hui, on en arrive donc à un stade où il y a de plus en plus de gens, dont vous faites probablement partie si vous êtes sur cette chaîne en train de regarder ces vidéos, qui se posent des questions sur le sens de la vie, sur la spiritualité, etc. Et qui remettent peut-être un petit peu en cause le monde que l'on nous sert, et où on veut peut-être nous faire croire qu'il n'y a que la matière qui existe, etc. Tout ça nous paraît ne plus avoir grand sens. Et pour cause, c'est parce que l'aspect spirituel qui était dans les religions a été mis complètement de côté pour nous amener à un aspect scientifique qui est du pur et dur, et où on oublie complètement la spiritualité. Et ça, on se rend compte peut-être aujourd'hui que ça manque de sens. Et donc, on essaie de faire le lien entre tout ça. Et c'est justement, donc ça c'était la seconde révélation de la prophétie des Indes, qui explique un petit peu là où on est l'être humain aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça que fait avec brio Nassim, qui est vraiment un scientifique de génie, et qui pour autant n'a oublié aucune tradition, aucune spiritualité ancienne, aucun texte sacré, et qui relie tout ça avec brio. Donc dans cette conférence que j'ai vue, et qui dure 8 heures, dont je vous mets également le lien vers la première vidéo de la playlist dans la barre de description, Nassim passe par tout un tas de sujets. Il explique en fait comment il a réfléchi dans son cerveau, à la base sans ordinateur, dans son petit camion, comment il a imbriqué des formes géométriques entre elles, tout ça pour essayer de comprendre la géométrie de l'univers. Et puis au final, des années plus tard, quand il a eu plus d'argent, qu'il y a eu des ordinateurs performants, il a pu mettre tout ça en œuvre avec des ordinateurs. Alors, outre parler de géométrie, les sujets abordés dans cette conférence sont très nombreux, y compris il va aller jusqu'à parler de l'Ancien Testament, des pyramides, des crânes de cristal, enfin tout un tas de choses. C'est vraiment un bijou que cette conférence. Je vous invite vraiment à la regarder. Donc on n'est pas obligé de regarder les 8 heures d'un coup, vous vous en doutez, d'autant plus que c'est découpé en un certain nombre de parties, même si je crois que la première partie fait 4 heures, mais bon, ça n'empêche pas de mettre sur pause et de revenir la voir un autre jour. En tout cas, voilà, j'avais besoin, comme souvent, de citer ce qui m'inspire et de citer mes sources. Autre chose après, donc, c'est avoir découvert cette série documentaire sur les pyramides d'Égypte, l'œil d'Horus, cette conférence de Nassim, c'est donc là que j'ai commencé vraiment à me passionner pour la géométrie sacrée,
et à faire des expériences en fait par moi-même, parce que quand on me dise des choses pour moi c'est bien, mais si je les mets en œuvre c'est mieux encore. Donc c'est mis en œuvre à mon petit niveau, parce que moi je ne suis ni mathématicienne, ni physicienne, ni un génie. En revanche, je suis une passionnée et j'aime faire des expériences. Alors si vous êtes plus doué que moi en physique, en mathématiques, etc., je vous prie de pardonner mon ignorance et de comprendre voilà que c'est simplement une passionnée qui parle, qui a envie de partager ça, et que peut-être à des endroits il manque des informations, ou peut-être qu'il y a des choses que je dirais qui sont pas tout à fait justes. En tout cas, ce sera fait vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de cœur. Au travers de cette conférence de Nassim, qui donc, je le rappelle, date de 2003, j'ai pu comprendre que c'était la géométrie en fait qui gérait, qui générait l'univers et la vie. Et au travers de documentaires sur l'œil d'Horus, j'ai compris comment les anciens, ceux qui avaient peut-être plus de savoir spirituel que nous, utilisaient cette géométrie pour mettre en œuvre et pour des bienfaits pour l'être humain. À partir de là, j'ai commencé donc à faire tout un tas d'expériences. Je crois que j'ai commencé par dessiner des fractales. C'était un sujet assez passionnant. J'ai découvert ce qu'étaient les fractales dans la conférence de Nassim. Les fractales, en fait, donc ça se représente en géométrie, mais ça montre que une chose est vraie en fait à toutes les échelles. Ça veut dire qu'on peut toujours découper, que ce soit dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit, et que les choses se reproduisent à l'infini. Et ça, c'est assez extraordinaire, d'autant plus à dessiner. Et ça relie avec ce principe métaphysique dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. C'est le principe qui dit tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Ça veut dire que les choses sont toujours analogues, quelle que soit l'échelle à laquelle on les regarde, en fait. C'est toujours le même schéma qui se reproduit. Donc j'ai commencé à dessiner des fractales, et puis je me suis passionnée pour l'étoile à 9 branches, qui sera un jour un sujet que j'aborderai. Et voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à construire les solides de Platon, etc., la fleur de vie, le cube de Métatron. Et je dois dire que de mettre en œuvre ça dans la matière, de le faire soi-même en fait, parce que lire des choses et regarder des trucs c'est bien, mais quand on le fait soi, mais c'est incroyable en fait l'effet que ça procure. Ça a quelque chose de déjà de très ludique, mais également de méditatif et d'initiatique, et ça invite à avoir des prises de conscience en fait soi-même en traçant ces choses, en les assemblant entre elles. C'est vraiment extraordinaire. Et du coup, c'est ça que je partagerai dans la série sur la géométrie sacrée. Parce qu'en fait, quand on trace ces formes, quand on les construit, pourquoi pas si elles sont en 3D, en fait, on est en train, dans la matière, de mettre en œuvre la géométrie de la vie, la géométrie de l'univers, que ce soit dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Alors ça a quelque chose qui est vraiment très profond. C'est comme si on reliait notre être au divin, en fait, à la création. Je parle de l'énergie de création, vraiment de l'énergie de création de la vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ultra puissant. Outre ça, donc ça c'est pour l'intérêt spirituel et intellectuel qu'on peut y porter en tant qu'adulte. Pour les enfants, je pense qu'il va s'agir dans cette série d'activités extrêmement ludiques. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, selon l'âge qu'ils ont, ça peut être vachement intéressant de faire ça avec eux, ça peut bien les occuper en plus. Et du coup, les vidéos vont commencer à sortir la semaine prochaine. Il y aura, dans la première série de géométrie sacrée en pratique, il va y avoir trois dates de sortie, la semaine prochaine, dans 15 jours, et la semaine du milieu des vacances. Donc ça vous permettra de vous amuser avec vos enfants si vous le voulez pendant les vacances. J'ai failli oublier de citer une de mes autres sources actuelles. C'est un bouquin que j'ai pas découvert en 2013 en même temps que mes deux premières sources qui m'ont passionné pour le sujet de la géométrie, mais des années plus tard. Mais aujourd'hui, c'est vraiment mon cadre de référence avec le bouquin de Nassim. Ce sont les deux bouquins auxquels je me réfère pour mes expérimentations et mes investigations. C'est le tome 1 de l'ancien secret de la fleur de vie de Drunvalo Melchizedek, qui, à l'instar de Nassim dans sa conférence, ne parle absolument pas que de géométrie sacrée à l'intérieur et est également tout à fait passionnant. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo qui du coup va se retrouver dans les deux playlists à la fois, donc elle va signer en même temps le début de la playlist sur la géométrie sacrée. Alors dans la vidéo de présentation de la chaîne, j'avais cité qu'il y aurait une playlist disponible dans les playlists sur ma chaîne avec des vidéos que je recommande. Et bien ça y est, je l'avais la créer aujourd'hui. Et bien sûr dedans je vais donc mettre les diverses vidéos de la conférence de Nassim et les diverses vidéos du documentaire L'œil d'Horus sur les pyramides. Et en petit bonus, je vais en ajouter une autre
Peut-être vous êtes-vous déjà demandé ce qu'était ceci que je porte autour du cou. Eh bien, c'est une chakana. Et plutôt que de vous en parler moi-même, eh bien, dans la playlist sur les vidéos que je recommande, je vais essayer de la mettre en toute première position. Il y aura une petite vidéo de 5 minutes que j'ai tournée il y a 5 ans maintenant au Pérou, où Victor, un chaman de Pisac, nous explique en quelques minutes les grands principes de la chakana. Voilà pour cette vidéo, juste en suivant une autre vidéo qui vous donne la liste du matériel à avoir pour, à partir de la semaine prochaine, construire avec moi les solides de Platon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très vite.